tout cas, merci à tous de vous être connectés pour ce webinaire. J'ai compté, nous sommes au 11e webinaire depuis 2021. On a dû démarrer fin 2021, donc merci pour les fidèles. Donc ce webinaire numéro 11 va vraiment s'adresser au territoire, aux comités de communes, aux départements, aux agglomérations. Voilà, on a un panel de présents très variés. Alors, nous allons accueillir du coup nos intervenantes. Donc, je citerai Karine Laureau, qui est référente transition numérique de l'agglomération de Saint-Lô. Et donc, également Isabelle Bénard, qui l'accompagne ce matin. Donc, bienvenue mesdames et bonjour. Merci, bonjour, bonjour à tous. Donc, Saint-Lô va nous parler de sa planification écologique, comment ils ont abordé la notion de décarbonation. On va faire un petit tour de table côté Urbansync Platform avec Alexiane et Christophe. Donc, peut-être place d'abord autour de table à Saint-Lô pour présenter l'agglomération et après l'équipe KLC se présentera. Oui, avec plaisir. Donc, je prends tout de suite la parole. Pour ma part, donc, je suis, comme vous l'avez présenté, Gwenaëlle, référente transition numérique à la communauté d'agglomération de Saint-Lô. Et donc, à côté de moi, mon homologue, en fait, que je vais laisser tout de suite se présenter. Oui, bonjour à tous, Isabelle Bénard, moi, je suis la référente climat et transition énergétique, donc en charge de la lutte contre le changement climatique et le développement des énergies renouvelables. Super, merci. Alors, petit tour de table côté Urbansync. Alexiane, tu veux démarrer, honneur aux femmes? On continue? Bonjour à tous, Alexiane Ardouin. Moi, je suis chef de projet zéro carbone chez Urbansync. Bonjour à tous, moi je suis Christophe Geffroy, je suis CTO chez Urbansync, donc en charge du développement de la plateforme. Et on a Tanguy aussi qui est aux manettes de la technique. Merci Tanguy pour cette bonne mise en connexion. En tout cas, bienvenue à tous pour démarrer cette présentation qui va nous permettre de faire connaissance avec Saint-Lô Agglomération. Donc, nous sommes dans une région quand même assez riche, alors et on va dire 61 communes, donc c'est une agglomération quand même assez conséquente, 76 000 habitants et presque 820 km², qui a pris une initiative très courageuse et très, on va dire, très dynamique, hein, c'est celle d'arriver dans une démarche contextuelle très orientée environnement et décarbonation. Alors, mesdames, est-ce que vous voulez peut-être nous parler justement de ce contexte? Quand est-ce que c'est apparu? Qu'est-ce qui a fait que la stimulation a été lancée il y a déjà combien d'années? 2-3 ans? Peut-être vous pouvez nous raconter la genèse de cette motivation territoriale forte? Oui, alors Saint-Lô Agglo est lauréat en fait d'un appel à projet de la région et de l'ADEME qui s'appelle Territoire 100% énergie renouvelable. Et donc, on a des objectifs très ambitieux de sobriété, de baisse de consommation énergétique de 50% sur le territoire, tout secteur confondu. Et voilà, on essaie de tendre vers les 100% énergie renouvelable, donc c'est-à-dire produire autant que de consommation d'ici 2040. Donc c'est un projet, des objectifs qui sont entrés voilà, via le plan climat. On a ancré ces objectifs dans notre plan climat air énergie territorial et on a fait un schéma directeur des énergies via ce plan climat pour essayer d'affiner au réel et confronter en fait l'AMI 100% énergie renouvelable au potentiel réel du territoire. Donc, c'est vrai que vous avez une vice-présidente qui est dédiée au sujet. C'est cette dame qui va nous rejoindre tout à l'heure, hein, c'est ça? Mais j'imagine que la présidence est aussi très motivée. Donc, c'est une équipe féminine, je crois aussi, hein, non? Alors, c'est vrai que sur ce sujet des transitions, c'est 100% féminin. Non, parce qu'effectivement, le président, puisque c'est un président qui dirige la communauté d'agglomération de Saint-Lô, est aussi investi en la matière. Donc, il y a des points réguliers, donc il suit effectivement ce sujet. Donc, depuis 2019, en fait, qu'on s'y est attelé. Schéma directeur des énergies, en fait, c'est un marché public. Donc, on a lancé en 2021.
donc là, composé de l'eau, puisqu'il y a eu d'abord une étude, un diagnostic en fait du territoire et qu'on a voulu accompagner, outiller en fait, de manière à pouvoir superviser dynamiquement l'ensemble des indicateurs. Alors les indicateurs, ça a été dans un premier temps ceux du label Citergy, donc climat, air, énergie aujourd'hui. Et aujourd'hui, on s'oriente plus vers les zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un projet en fait territorial qui ne relève pas simplement, qui ne s'intéresse pas simplement qu'à l'administration, qu'à Saint-Lô-Aglo, mais aussi à l'ensemble des 61 communes de Saint-Lô-Aglo. Voilà un mot sur la solution en fait, effectivement. Oui. Donc, pour revenir donc sur le marché, l'outillage, on l'a fait via la solution UrbanThink. Donc notre idée, c'était d'avoir une cartographie de l'ensemble des zones d'accélération, notamment d'énergie renouvelable, mais aussi des sites de production, de consommation et de distribution de l'énergie. Donc on est vraiment sur un outil d'appui et d'aide à la décision. Très bien, effectivement, c'est là qu'on s'est rencontrés en fait. Donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant et nous avons proposé pour résoudre l'équation du cahier des charges d'utiliser un outil en ligne qui permettait d'apporter cette brique énergie en premier niveau. Et moi, ce que j'avais beaucoup aimé aussi, c'était votre souhait de faire de la pédagogie en même temps. Donc, on a fait un atelier agile, par exemple, avec une équipe soudée, hein, qui était très motivée aussi pour découvrir l'outil numérique. Et je crois qu'il n'y a eu aucune difficulté d'appropriation. Tout le monde s'est mis à l'utiliser. C'était dans une salle, enfin, je me rappelle, c'était assez bien perçu, voire même tout le monde s'est pris un peu au jeu de cette découverte, hein, et c'était le début en fait du numérique quand même, on peut dire. Aujourd'hui, tout ça paraît, on va dire, digéré, mais au début, c'était quand même une petite découverte. Oui, une révolution, du moins. Voilà, c'est ça. Donc, on est passé d'une révolution à quelque chose d'assez pratique. Alors, juste quelques mots pour resituer l'équipe UrbanThink. Je ferai peut-être à la fin de la présentation de Saint-Lô un petit flash sur les compétences AT-Énergie que nous avons aussi en accompagnement pour réfléchir justement sur le déploiement du mixte solaire. Et du coup, notre particularité métier, c'est que nous sommes aussi partenaire national de Enedis et GRDF, ce qui permet en fait de rapatrier toutes les informations des compteurs Gaspard et Linky pour pouvoir du coup faire ce suivi analytique temps réel, hein, puisqu'il s'agit finalement UrbanThink, c'est un jumeau numérique qui permet d'être dans cette appréhension 3D, mais aussi temps réel, hein, c'est-à-dire c'est la data sur un pas de temps de 10 minutes, par exemple, pour la collecte des énergies en place. Alors nous aussi, on a fait la transition climat, on est passé par la Convention des entreprises pour le climat. C'était un cycle que nous avons vécu l'année dernière avec Christophe. Et en fin d'année, nous avons eu l'honneur d'être aussi repérés et proposés. Donc la France nous a choisi pour être parmi les 20 entreprises à la COP28 pour promouvoir justement les solutions qui permettent de décarboner, notamment par le solaire. Donc voilà, donc place maintenant à Saint-Lô sur son retour d'expérience. Bon, donc l'enjeu, c'est dans une démarche comme la vôtre, hein, c'est d'être à la fois complet et précis. Et je crois que les dispositions que vous avez mises en place étaient justement dans cette clarification de données, hein, parce qu'au début, on a beaucoup de données, il faut savoir les ranger, les diagnostiquer, comme vous l'avez dit. Donc, les principales fonctionnalités qui ont été mises en avant, en fait, c'était aussi de se repérer sur le territoire et de voir où il y avait de l'action. Donc, le schéma directeur des énergies, le SDE, vous voulez nous en parler un petit peu peut-être comment ça se présente aujourd'hui?
Le schéma directeur des énergies, en fait, c'est donc une mission qui a été confiée à un bureau d'études, Exansi, sur Angers. Donc, on leur a demandé de faire un diagnostic sur une année de toute la consommation énergétique du territoire au réel et sur la précarité énergétique également. Donc, ils sont allés vérifier les consommations énergétiques de tous les secteurs agricoles, l'industrie, le tertiaire, le résidentiel et la production d'énergie sur le territoire voilà, en 2021-22 puisque c'était l'année de travail. Donc voilà, suite à ce gros diagnostic qui a été fait en concertation en fait avec les élus, on a été questionner les élus sur leurs attentes de développement des énergies renouvelables, sur leurs actions en termes de précarité énergétique et de sobriété et d'efficacité énergétique. On a construit également un jeu d'acteurs qu'on a appelé un comité d'acteurs. Le but était d'impliquer au maximum tous les acteurs de la transition énergétique du territoire et donc les habitants, les citoyens, les élus, les entreprises et les associations qui ont un rôle non négligeable en tant que consommateurs ou producteurs d'énergie renouvelable. Donc, un énorme diagnostic du territoire avant de s'orienter vers des prospectives de développement des énergies renouvelables sur les 20 prochaines années. Voilà, c'était vraiment le but. Essayer d'avoir une feuille de route et de se dire quelles énergies renouvelables pour notre territoire. On est dans un monde très rural. On sait qu'on a des haies bocagères, on n'a pas la mer, on a peu de rivières. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'était un peu la question. Quel mix énergétique pour le territoire de Saint-Lô-Aglo d'ici à 2040? Voilà, c'est tout à votre honneur parce que c'est vrai que vous êtes très en avance, je pense, dans votre réflexion. Il y a peu d'agglomérations comme la vôtre à avoir pris le sujet de cette façon. En tout cas, maintenant, on va regarder ça de plus près, justement. Alors, je me permets de passer les slides, mais je vous laisse faire les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me dire si je vais pas assez vite ou trop vite. Voici un exemple, en tout cas, que je vous laisse peut-être partager avec les personnes présentes. Alors effectivement, donc là c'est l'interface graphique, donc c'est une navigation web. Donc on a travaillé avec votre équipe, Gwenaëlle, pour créer en fait un périmètre en fait de travail. Donc on a un fil d'Ariane qui part de l'ensemble du territoire de Saint-Lô-Aglo et qui va descendre jusqu'au niveau communal. Et là, on souhaite en fait afficher les indicateurs qui vont concerner par exemple la thématique des énergies, mais aussi de la voirie, des transports, du social. Donc différentes données d'information. Là, on voit par exemple tout ce qui est réseau, en fait, les bâtiments, les parkings, mais aussi les réseaux au gaz, réseaux électriques. Et ce qu'on souhaitait, c'est pouvoir croiser en fait les informations et les données. De manière à pouvoir prendre une décision de manière plus visuelle, plus simple en fait à passer. Voilà. Donc là, on va s'arrêter ici. En fait, c'est la zone, on a souhaité faire afficher dernièrement les données qui concernent les zones de stationnement, pour répondre notamment à une demande qui était de définir les zones d'accélération des énergies renouvelables pour nos 61 communes. Donc, il y avait une échéance courant février, en fait. Et donc, on devait recenser l'ensemble des périmètres, en fait, des zones où les communes souhaitaient implanter des panneaux photovoltaïques, par exemple. Voilà. Donc, sur le potentiel réel des parkings, avec l'outil logiciel, on peut effectivement, voilà ce que vous avez à l'écran, regarder les parkings et puis croiser avec l'information de où est le réseau électrique, si on doit avoir des projets réels qui vont sortir de terre, quels sont les parkings que l'on a potentiellement à choisir les mieux situés par rapport au réseau, par exemple, voilà, sur l'ensemble des parkings existants de plus de 1500 m², comme la loi exige l'installation d'ombrières photovoltaïques sur ces parkings. Ça peut être c'est une aide à la décision, voilà, sur des projets réels et concrets.
Donc, en fait, la main de l'outil, on l'a nous, mais on l'a donné aussi aux communes, donc qui ont un accès en lecture à l'outil. Donc, l'outil, en fait, est facilitateur du dialogue et des échanges entre l'agglo et puis ses communes membres, en fait. Et permet le visuel de la commune, voilà, permet effectivement un travail plus précis et facilitant, en fait, quand on discute avec les communes, elles ont la carto, leur périmètre, peuvent zoomer, peuvent aller regarder effectivement de quel bâtiment on parle, et le groupe de travail est facilité, en fait, par l'outil. Ouais, c'est sympa. Et donc, du coup, est-ce que les agents dans les communes, c'est le secrétaire général, c'est un technicien ou c'est le maire? C'est qui les interlocuteurs Ça va dépendre ça va dépendre des communes. En fait, il y a des communes, des très petites communes, ça va être la secrétaire de mairie et le maire qui vont avoir fait ce travail de prospection et qui ont fait remonter des zones d'accélération des énergies renouvelables, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, dans des plus grosses communes, voilà, il y avait vraiment un service technique et puis un directeur des services techniques, un DGS, le maire de la commune qui se sont mis autour de la table, quoi. Ça va vraiment dépendre de la taille de la commune. de la taille de la commune. D'accord. Et donc, l'outil numérique rassemble toutes les compétences, qu'elles soient élus ou agents, tout le monde se retrouve à mieux comprendre et mieux choisir, hein. C'est ça l'enjeu, en fait, hein. Oui, c'est ça. Comme c'est visuel et pratique, voilà, on a la même lecture sur l'écran de savoir de quoi on parle. Alors, du coup, ça, c'est la phase identification et prise en compte de l'existant. Maintenant, peut-être, on a envie d'en savoir un peu plus et on fait quoi avec ça? Donc, je vais passer au slide suivant parce que je pense qu'on va avoir un début de réponse justement à quoi ça sert. Donc, on est dans une phase aussi de compréhension des détails, hein, donc aussi bien sur le potentiel solaire à travers l'identification des parkings, mais aussi sur les autres solutions énergétiques qui sont mises en place. Donc là, je vois par exemple le secteur tertiaire identifié aussi bien que le secteur public. En fait, là, vous avez de la lecture complète de tous les mix énergétiques qui existent sur la commune. C'est bien ça? Alors, là, en fait, la source d'information, on voit Orecan, et c'est en fait tout le travail de notre cabinet d'études qui a été retranscrit au sein de l'outil, en fait. Donc là, on est au niveau du territoire de Saint-Lô-Aglo, du secteur centre. Donc, c'est une portion en fait des 61 communes, et on a ces informations effectivement de consommation d'énergie, donc par usage, par type d'énergie. Ok. Donc, ça permet de savoir finalement quelles sont les dominantes et par quoi, pour atteindre votre objectif posé, là, Isabelle nous en a parlé tout à l'heure, donc c'est ambitieux. Du coup, votre feuille de route est de planifier finalement une modification pour arriver à produire autant que vous consommez, toute activité confondue, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, il y a vraiment les deux côtés, la baisse des consommations énergétiques du territoire par secteur. On n'y arrivera pas si on n'est pas dans la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique. Donc, l'objectif à atteindre, c'est bien la moitié des consommations par rapport à 2010. Donc, nous, voilà, on est à peu près à 2000 gigawattheures en 2010. Il faut que l'on atteigne 1000 gigawattheures en 2040. Donc ça, c'est la première partie, et ces 1000 gigawattheures, l'ambition, c'est de les couvrir par la production d'énergie renouvelable. Donc il y a vraiment les deux côtés. Donc quelques indicateurs globaux. Alors je ne sais pas si là on voit 2010 effectivement. Oui, c'est exactement ça. Voilà, c'est en 2010, on est à 2000 gigawattheures à peu près. Et donc là, l'outil permet de sortir les graphiques d'évolution de la consommation énergétique depuis ces années et de faire une comparaison. Donc on voit qu'on stagne et qu'il faudrait qu'on enclenche rapidement une descente. Une descente, ouais. Mais voilà, ça permet de regarder. Donc c'est bien les chiffres de l'ORECAN, qui est l'Observatoire régional de l'énergie et du climat de la Normandie, qui sont repris et qui nous donnent ces informations tous les ans ou tous les 2 ans.
Est-ce que aujourd'hui, par rapport à la modification récente, effectivement, par rapport au photovoltaïque, est-ce que vous sentez qu'il y a aussi un réservoir de production d'énergie par le solaire relativement conséquent? Vous avez réfléchi, j'imagine, à ça aussi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres sources d'optimisation énergétique que le solaire auxquelles vous pensez, ou c'est principalement le solaire? En fait, sur le résultat du schéma directeur des énergies, effectivement, il faut qu'on aille sur un mix énergétique. Il ne faut pas que l'on se passe d'une seule énergie sur notre potentiel réel. Donc oui, il y a le solaire, mais il y a aussi le bois énergie et la méthanisation sur un secteur où on est effectivement dans la ruralité. Donc on a des fermes, des exploitations agricoles. Il faut que l'on s'en serve. Donc voilà, photovoltaïque, bois énergie et méthanisation, ce sont nos trois énergies renouvelables à développer d'ici 2040. Ça veut dire que les agriculteurs aussi sont motivés parce que la méthanisation, donc ce sont les grosses exploitations, je pense, qui sont ciblées. Donc tout le monde est sur le pied de guerre là-dessus. Pas forcément les grosses exploitations. Finalement, voilà, il peut y avoir des regroupements d'exploitants sur des petites fermes. Ça peut être de la micro-brutta, etc. Donc on a enclenché aussi des discussions et on a travaillé aussi avec le syndicat d'énergie de la Manche sur l'acceptabilité des projets de méthanisation. Enfin voilà, et l'ADEME également. On travaille des deux côtés à voir comment on doit développer les énergies renouvelables et comment on fait pour les faire accepter aussi en parallèle. Donc l'implication citoyenne via le schéma directeur des énergies était très importante. L'implication de tous les acteurs en fait est très importante parce que chacun doit faire sa part et il faut que l'on puisse expliquer aussi pourquoi on fait tout ça, quel est le but des objectifs en fait. Bien sûr. Ok, donc peut-être pour se focaliser sur la partie mix solaire, je vous propose peut-être d'enchaîner sur finalement comment on arrive à se projeter, donc au-delà de la méthanisation et du bois énergie. Donc ça, ce sont des plus grosses unités finalement, alors que le mix solaire, du coup, c'est plein de petites unités qu'il faut déployer, puisqu'on a vu votre cartographie parking, vous avez quand même beaucoup de lieux. Vous en avez identifié combien à peu près? Une cinquantaine, c'est ça? Même plus, qu'on est à plus de 80 parkings sur toute l'agglomération identifiés. Effectivement, c'est une étude qui a été faite par la DDTM pour les zones d'accélération des énergies renouvelables, voilà, pour nous aider un peu. Donc, il y a plus de 80 parkings éligibles à la loi de transition qui oblige effectivement à l'installation d'ombrières photovoltaïques et ou de revégétaliser ces parkings. Oui. Donc, du coup, nous avons réfléchi ensemble à la façon de vous aider à zoomer ces 80 sites. Et donc, pour ça, on a déclenché l'utilisation de la deuxième application qui s'appelle Atenergy, qui permet justement d'exploiter le potentiel solaire de chaque site. Et donc, je vais vous expliquer en quelques minutes comment finalement on peut aussi optimiser l'introduction du solaire, mais aussi en faire une source de revenus, puisque du coup, là, on fait, on va dire, il y a un double effet qui se coule. À la fois, ça améliore la résilience énergétique et ça réduit l'empreinte carbone, mais aussi ça diminue du coup les charges et ça crée une source de revenus relativement conséquente avec un retour sur investissement qui est très motivant aussi. Donc, c'est peut-être un des seuls postes du coup dans les budgets de fonctionnement qui donne du crédit, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce que j'ai compris. C'est pas commun. En général, dans les budgets de fonctionnement des collectivités, c'est que des dépenses et là, on arrive à générer un revenu. Donc, c'est assez vertueux dans le sens écologique et économique. Donc, quelques points de repère visuels pour expliquer assez rapidement pour vous laisser le temps de poser les questions juste après. Donc, on s'adresse évidemment aux zones parking. Donc, voici une image, une représentation de ce qui va arriver assez, on va dire, communément sur le territoire français, c'est-à-dire finalement ce parking avec l'ombrière
qui arrivent dessus et des bornes électriques pour pouvoir aussi massivement équiper les voitures électriques qui sont aussi en déploiement parallèle. Donc, c'est vrai que c'est un gros enjeu. Évidemment, la toiture restera une opportunité aussi, suivant aussi, comme on dit, l'âge du bâtiment, l'âge du capitaine. Ce sera révélateur d'un financement possible, rapide et pas trop onéreux. Évidemment, les bâtiments anciens sont peut-être moins aisés à l'équipement dans cette on va dire dans cette première vague de massification en fait du solaire. Ici, vous voyez quelques exemples de restitution visuelle, parce que c'est aussi un outil en ligne qui est connecté à SyncCity, puisque les deux se parlent. Et c'est ça l'avantage, c'est que les simulations permettent de se rendre compte, d'aller rapatrier les consommations des bâtiments pour voir si la production arrive à couvrir en fait les besoins des bâtiments qui sont au pied de ces parkings. Donc c'est toute l'astuce du système, de telle façon à ce qu'on voit ici, vous voyez une courbe de charge en bleu, enfin deux courbes, pardon. Vous voyez déjà la courbe de charge en orange, qui est une courbe de charge ici mensuelle. On voit donc le déroulement sur l'année. On voit bien le pic solaire représenté par la courbe en bleu qui augmente évidemment en milieu d'année. Et on voit que ça ne couvre pas les périodes hivernales. Par contre, évidemment, de plus en plus, on se pose la question du stockage. Donc, viennent aussi dans les réflexions cette capacité d'envisager de faire le stockage, c'est-à-dire le grid to home, c'est-à-dire que la voiture devient aussi une source de restitution d'énergie éventuellement pour les maisons. Donc, on sent pointer là un univers, un écosystème énergétique qui est complètement, on va dire, en ébullition et aussi en repositionnement. Donc, on a des possibilités aujourd'hui qui sont totalement inexploitées dans ce sens-là. Et pour le favoriser, en tout cas, une fois qu'on a fait les études de potentiel sur le patrimoine non bâti, et bâti aussi, eh bien, ce qui compte, c'est de pouvoir vérifier cette faisabilité de près et de sortir des bilans financiers qui permettent de présenter aussi aux organismes bancaires et de passer en comité d'engagement pour voir si le financement est au rendez-vous. Alors, sans qu'il y ait de suspense, on peut dire qu'aujourd'hui, pratiquement tous les projets présentés en comité d'engagement sur du photovoltaïque sont réceptionnés positivement. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, c'est que elles-mêmes, les banques, sont motivées pour décarboner puisqu'elles sont mieux notées, elles achètent l'argent sur le marché à un meilleur taux si elles ont une cotation carbone meilleure. Donc, plus l'argent qu'elles vont prêter permet de décarboner, et mieux c'est pour elles. Donc, la motivation, elle est dans les deux sens. Si bien que l'application permet aussi d'avoir cette lecture de décarbonation immédiate à chaque projet. Donc, à chaque fois, vous saurez combien vous décarbonez par unité de projet. Et pour mettre la barre encore un peu plus haut, une fois qu'on a fait le calcul pour un bâtiment ou pour un parking, eh bien, on a envie de savoir si la communauté énergétique locale peut rentrer dans un système de production locale pour couvrir les besoins locaux. Donc, on appelle ça une communauté énergétique. Donc, il y a d'autres noms évidemment, mais enfin, pour faire simple, c'est le principe de mutualiser finalement une production qui couvrerait les besoins tout ou partie, du moins une grosse partie des bâtiments adjacents. Donc l'application permet effectivement de faire cette simulation et on appelle ça de l'autoconsommation, cette fois-ci collective. Tout à l'heure on parlait plutôt d'autoconsommation individuelle et maintenant on sent bien que c'est possible de penser finalement à plusieurs bâtiments adossés les uns aux autres. Et donc, ça permet de simuler donc plusieurs bâtiments, comme on le voit ici, et d'avoir une réponse d'efficacité globale. Donc, l'enjeu, c'est voilà, de s'attaquer, par exemple, à des entrées de ville. Ça, c'est un exemple. L'enjeu, c'est de voir quelles sont les meilleures optimisations possibles. Et je pense que Salo, avec ses 80 sites, va rentrer dans cette logique de recherche en fait d'optimisation locale, puisque les 80 sites sont
forcément éparpillés sur tout le territoire. On n'a pas la carte encore des localisations, mais vous avez des poches où c'est très, très éclaté. Comment ça se présente pour vous aujourd'hui? Comment vous appréhendez ça? En fait, grâce au travail aussi des communes sur les zones d'accélération des énergies renouvelables, sur les 80 parkings réellement qui entrent en fait dans l'obligation légale, les communes ont pointé déjà certains parkings en les identifiant comme zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc, ce sont sur ces parkings qu'on va pouvoir effectivement travailler et proposer d'aller regarder plus finement, d'étudier en fait l'installation d'ombrières photovoltaïques sur ces quelques parkings qui sont déjà une quarantaine. Ok. Alors peut-être point de détail quand même, c'est que pour terminer cette présentation, en tout cas merci Isabelle pour les détails et Karine pour ces détails techniques de déroulement finalement d'un parcours énergétique de fond. Hein. Je pense que vous avez fait preuve c'est vrai, un parcours exemplaire. Hein. En tout cas, peut-être expliquer aussi le financement de ce genre de parcours exemplaire. Hein. Le fonds vert existe aujourd'hui. Je pense que si j'ai bien compris, vous l'utilisez en fait, hein, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Donc, pour la première partie, SimCity, on a utilisé France Relance. Là, pour la deuxième partie, Athenergy, on envisage le fonds vert ingénierie. Donc, des subventions européennes. On subventionne en général l'ensemble de nos marchés à 80%. Enfin, on essaye en tout cas d'atteindre cette borne qui est la borne autorisée, en fait, la limite qu'on peut avoir en termes de subventions sur un marché. Oui, 80%, c'est quand même très intéressant. Donc, ce qui rentre dans ces projets, en tout cas, on a retrouvé ça évidemment pour ce qui avait été financé l'année dernière, mais je pense que cette année, ça doit être du même ordre. Donc, c'est tout ce qui est solarisation du patrimoine, donc on est en plein dedans. L'autoconsommation collective, ce que j'évoquais tout à l'heure à l'instant. Les études urbaines aussi sont sujettes à ce financement et tout ce qui est aussi renaturation des territoires, exact. On a vu ça arriver aussi pour justement faire ce qu'on appelle la séquestration du CO2 cette fois. Cette renaturation permet de stocker du carbone cette fois. Et évidemment, les diagnostics de vulnérabilité des PCAET. Donc, ça fait quand même pratiquement un beau score, en tout cas, de dossiers déposés et beaucoup de dossiers acceptés. Je pense qu'il y a une vraie appétence là sur ce financement, en tout cas, visiblement. Et c'est piloté par la préfecture, c'est ça ? Effectivement, la préfecture pour France Relance. Après, la préfecture passe le relais aussi aux directions départementales. En l'occurrence, là, pour le fonds vert ingénierie, c'est la DTTM de Saint-Lô, en fait, qui est notre interlocuteur. Donc, le dossier est toujours en cours d'instruction, mais on a de bons espoirs qu'il soit accepté. Super. Alors, dernier slide et après, c'est les questions. Il est 11h40, on sera bien dans le timing des 20 minutes pour vous laisser la parole. Petit mot, effectivement, donc cette information peut-être peut vous être utile. C'est des dispositions du ministère aussi qui ont été présentées l'année dernière à une journée Green Tech à laquelle nous avons participé. Donc, Green Tech Innovation, c'est le ministère de l'Environnement. Donc, c'est le guide pratique de l'achat public innovant. Donc, vous avez un lien cliquable là quand vous pourrez vous reconnecter, vous pourrez en disposer. Et donc, pour cette disposition, il est possible pour tout ce qui est numérique de passer, parce que c'est pas toujours facile de créer des cahiers des charges. Donc, voilà, le mode d'évolution là, du coup, sort du champ du Code des marchés publics classique et donc le ministère permet en fait de passer sans publicité ni concurrence préalable sur des marchés dits de services innovants. Bien sûr, il faut rester en dessous des 100 000 €, mais donc ça laisse voilà, des possibilités de co-construire des solutions parce que bien souvent,
on s'aperçoit on colle aux besoins au plus près. Et les cahiers des charges ne sont pas tout faits. Donc, forcément, on est plutôt dans le tricotage avec minutie du besoin pour être vraiment dans une réponse la plus adaptée possible et surtout la plus évolutive possible, hein, parce qu'on voit bien que les territoires évoluent, les besoins également grandissent et que l'outil numérique doit aussi s'adapter à ce phénomène finalement d'en demander plus. La chance avec le numérique, c'est que c'est pas exponentiel, heureusement. La puissance du levier numérique est très intéressante pour ces domaines-là, heureusement ils sont là, ces algorithmes, pour remplacer les tableaux Excel, hein, parce que parfois, en fait, on gère une très grande complexité et donc, il s'agit en fait finalement de donner accès à des informations qui, par un tableau Excel, sont quand même assez coûteuses en temps à rassembler et surtout à entretenir dans le temps. Donc, le guide d'achat innovant pour ce type de service aide à finalement faire fi de toutes ces contraintes administratives de départ pour laisser la part à l'innovation et permettre de vous doter d'un outil puissant et qui s'adaptera aussi à vos besoins dans le temps. Voilà, en tout cas, merci à toutes les deux pour avoir fait cette présentation. Je vais peut-être lâcher l'écran là pour revenir en contact visuel complet et puis avoir accès peut-être tout de suite au chat et avoir quelques questions ou quelques premières questions qui apparaissent. Est-ce que, Alexiane, tu peux nous aider à identifier les retours, hein, s'il te plaît? Oui, alors pour le moment, on n'en a pas, mais j'attends que les personnes se lancent. Mais je vous tiens au courant. Alors, très bien. Du coup, c'est vrai que les premières questions sont toujours, on dit, les plus difficiles à poser, mais c'est vrai. Alors, moi, j'en ai peut-être une. Aujourd'hui, vous avez un recul forcément à l'échelle de votre agglomération, mais sur les territoires d'à côté. Comment ça se passe? Est-ce que on a des curiosités, on vous dit comment vous avez fait, on a envie de faire pareil? Est-ce que vous sentez aussi une appétence, on va dire, à l'échelle du département ou de la région? Comment les autres territoires à côté de vous se comportent? Parce que vous avez pris de l'avance en fait. Oui, après, on n'a pas dernièrement échangé énormément avec nos homologues des territoires d'à côté. On s'est, voilà, peut-être un peu sur les zones d'accélération des énergies renouvelables. Mais oui, je peux pas trop vous dire, on est en lien, mais pas tant que ça, c'est ça? Pas sur ces. Oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse un petit peu plus de liens, mais il nous faudrait un petit peu plus de temps. Ok, très bien. Bon, en tout cas, c'est vrai que je pense que ces préoccupations-là, visiblement, sont aussi présentes, quelle que soit l'intensité de l'urbanisation. Vous avez dit que vous étiez plutôt une agglomération rurale, mais évidemment, ces sujets-là s'adressent aussi aux territoires qui sont plus denses. On avait des gens sur la région de Nice-Côte d'Azur, là, donc eux, ils ont une très forte densité, donc ils ont aussi d'autres problèmes. On avait des gens aussi de Mayenne, donc voilà, je ne sais pas si tout le monde est réuni là ce matin pour poser les questions, mais en tout cas, voici la première question. Merci, vraiment, c'est sympa. J'ai la question si vous voulez. Merci. La plateforme UrbanThink sert-elle aussi à identifier les zones à reverdir? Oui. Oui. En fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé et toutes mes excuses. On s'est polarisé sur l'énergie à fond, mais vous avez d'autres thèmes qui sont couverts. C'est tout ce qui est biodiversité, par exemple. Vous avez aussi la thématique de l'eau, hein, donc je pense qu'il y a des territoires qui sont aussi en questionnement sur la question de la gestion du cycle de l'eau. Donc c'est possible aussi de travailler sur l'eau, sur l'économie circulaire, sur la mobilité aussi. Il y a parfois des territoires qui sont très préoccupés de ce qu'on appelle la multimodalité. Donc finalement, Think City s'adresse à tous les thèmes.
on peut agréger cette donnée par cas d'usage. Saint-Lô a choisi, Saint-Lô Aglo a choisi de démarrer par l'énergie, mais dans le temps, ils peuvent rajouter aussi effectivement l'aspect biodiversité. Oui, ce qu'on envisageait, Gwenaëlle, c'était la partie déchets, en fait. Et déchets aussi. Un des exemples que vous nous aviez montré, c'était les points d'apport volontaires, en fait. C'est ça. Et l'intérêt, en fait, de visualiser sur la carte pour voir leur bon positionnement ou non, avec la partie remontée des informations sur la quantité de déchets disponibles dans ces points d'apport volontaires. Exactement. Et ça, c'est un vrai sujet parce que ça a de l'impact sur les coûts de fonctionnement au niveau des rotations, que ce soit bien identifié pour bien aussi gérer dans le quotidien du ramassage et des levées de bacs, effectivement. Oui. Le sujet reverdissement est aussi intéressant dans le sens renaturation. Je l'ai passé peut-être un peu sous silence aussi, mais vous avez vu que c'est financé aussi par le Fonds vert. Reverdissement, c'est renaturation, hein, c'est ce à quoi ça fait penser. On a commencé à réfléchir sur un dossier sur cet aspect-là où c'est finalement une aire assez conséquente qui passe ou qui a un projet d'agroforesterie, c'est-à-dire que la renaturation passe par aussi un lien social. C'est pas simplement que de la biodiversité pure, mais c'est créer les conditions d'une réappropriation d'un espace dit rural quand même, mais géré. L'agroforesterie, c'est aussi financé par d'autres fonds, hein, le repeuplement des forêts. Donc ça aussi, c'est complémentaire financièrement au Fonds vert. Donc ça déclenche les deux budgets en fait, hein, pour une collectivité. Donc je pense que le reverdissement, faut le voir sous l'angle renaturation et du coup séquestration de carbone. Donc nous, notre vœu le plus cher, hein, ce serait qu'on soit capable de vous dire, ok, votre territoire, petit à petit, un peu comme on commençait à le voir, c'est-à-dire que votre introduction des ENR va vous faire baisser votre charge sur Saint-Lô, si je puis dire, votre charge de consommation et d'émissions. Et puis d'un côté, on pourrait avoir finalement le côté positif de ce qu'apporte la séquestration de carbone et vous pouvez faire une balance finale en disant par territoire, d'un côté je dépense et effectivement j'ai de l'activité humaine, donc voilà, on est d'accord, on fait au mieux. Et puis de l'autre, hein, par exemple, vous, Saint-Lô, vous êtes vraiment dans un site de séquestration maximale, puisque vous êtes en zone rurale. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas de combien. Donc, ça pourrait être rigolo, astucieux, de pouvoir, entre guillemets, rassembler ces deux informations en disant, bah oui, d'un côté, certes, on fait des efforts, mais on voit que notre séquestration de carbone est aussi très, très, très positive. Donc, tout ça aidant à avoir un bilan de décarbonation nettement amélioré, en fait. Parce que si on parle que du négatif, c'est pas très, voilà, c'est pas très équilibré. Et donc, SingCity doit vous servir à avoir petit à petit cette lecture complète de votre territoire dans les plus et les moins. En tout cas, c'est notre mission à nous. Alors aujourd'hui, on est arrivé à 40 000 tonnes de CO2 évitées par l'usage de l'application. On n'a encore pas fait une comptabilité mensuelle, mais il faudrait qu'on y songe. Nous travaillons aussi sur notre numérique responsable. Alors peut-être, Christophe, tu veux nous en parler quelques mots? Alors c'est notre feuille de route à nous, hein, j'en profite parce qu'on a un peu de temps du coup pour vous en parler. C'est vrai que c'est aussi un challenge pour nous d'être capable aussi de vous apporter cette réponse de numérique responsable. En tout cas, Christophe, tu es là? Oui, un sujet oui, qui nous intéresse aussi sur Saint-Lô Aglo. C'est vrai? Oui, Bon, bah, alors, super. nous, notre empreinte en tant qu'entreprise, elle est liée au numérique puisque c'est le développement et l'hébergement de la plateforme, les flux, le stockage de la donnée. Donc, c'est un sujet qu'on prend à cœur. Et nous sommes en train d'enclencher une démarche pour limiter au maximum notre empreinte, la limiter à ce qui est juste nécessaire hein, pour le fonctionnement des applications et le rendu d'indicateurs dont tous nos clients ont besoin.
Merci Christophe. Alors Karine, je sais que vous allez, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir de cette indiscrétion, mais si j'ai bien compris, vous allez au congrès des interconnectés à Marseille début avril. Est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques mots? C'est pas encore fait, mais c'est en prévision éventuellement. En fait, effectivement, les interconnectés sont une association en fait que je suis depuis que je suis sur Saint-Lô-Aglo dans le cadre du numérique responsable en particulier. Donc c'est plutôt ça l'objet, mon sujet en fait. Donc puisque Saint-Lô-Aglo mène une démarche de labellisation NR, donc on a à suivre un référentiel de manière à avoir un usage du numérique vertueux. Alors responsable, nous on l'entend au sens d'éco-responsabilité, donc c'est toute la partie consommation énergétique et émissions de gaz à effet de serre du numérique. Donc il faut dire que Saint-Lô-Aglo, c'est plus de 50 000 habitants, c'est 79 000 habitants pour être exact. Donc du coup, on est tenu par la loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc qui nous oblige à mener une stratégie, à élaborer une stratégie numérique responsable pour le 1er janvier 2025. Donc ça veut dire qu'on a dû faire une auto-évaluation, on a été audité et puis on a été certifié niveau 1. Donc là, ce qu'on souhaiterait, c'est être certifié niveau 2. Et pour ça, on a dû rédiger un plan d'action d'amélioration de progrès de notre usage des outils, donc notamment la messagerie, mieux gérer les pièces jointes, mieux utiliser les plateformes collaboratives. Voilà. Donc tout ça, c'est en cours. On a notamment participé la semaine dernière à la semaine, il y avait le Digital Cleanup Day, donc cet événement qui est national et même international. Donc, on a essayé de mobiliser autant notre personnel ici en interne que les 61 communes. Donc, on avait positionné des boîtes de collecte d'anciens téléphones et de chargeurs. Parce que voilà, ces équipements numériques, il ne s'agit pas d'aller les mettre dans les poubelles bleues, de les jeter et de les laisser dans la nature. Parce qu'il y a un ensemble de métaux rares et terres rares, donc qui sont nécessaires pour la fabrication de tous ces équipements. Donc, c'est important en fait de recycler, de reconditionner. Et tout ça derrière, c'est l'impact aussi sur les populations, les pays en voie de développement où on a tous les gisements en fait de ces métaux rares. Donc il y a aussi un impact sur les droits humains. Donc voilà, c'est finalement tout un cercle vertueux. C'est assez cohérent dans notre dynamique sur la transition énergétique et la transition numérique. En fait, il y a une certaine cohérence à vouloir faire converger l'ensemble des transitions. Super, bravo en tout cas. Bravo, vraiment, parce que je pense que vous êtes un territoire qu'il est intéressant de découvrir. Et en tout cas, merci de vous être prêté à cet exercice des questions-réponses. Bon, eh bien, merci à tous pour votre participation. Merci à Isabelle et Karine. Et puis, merci à toute l'équipe KLC pour la préparation, parce que c'est aussi un peu de préparation, n'est-ce pas? Donc, rendez-vous à une prochaine occasion. Peut-être on approfondira sur une autoconsommation collective sur une communauté de communes qui se trouve au nord de Paris, qui est aussi allé très loin dans l'application et dans la transposition de ces scénarios de décarbonation avec le solaire. En tout cas, on vous prépare ça, peut-être voilà, pour le début de l'été. Eh bien, merci à tous, très bonne journée et à très bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir.